Allez, ça y est, on rentre dans la deuxième partie des 10 bilans en 10 jours. Joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, on parle de l'écurie qui a terminé 5ème pour la 3e saison consécutive. Elle est française, c'est Alpine. En 2021, la fraîchement arrivée Alpine était attendue au même niveau que Renault dans la bataille pour la meilleure place du midfield, entre 3 et 5e au combat. Depuis quelques saisons, la structure s'affirmait comme une des pointes de ce milieu de tableau, et même s'il manquait toujours un petit quelque chose, c'était un niveau de performance qu'il ne fallait pas perdre, surtout au début d'un nouveau projet. Et oui, car au-delà de la position finale, c'était aussi l'impression globale qui allait compter pour les débuts d'Alpine F1 Team, une transition qu'il fallait surtout réussir dans les esprits. Il fallait créer la marque Alpine F1 et avec elle une vraie équipe, une vraie vague. Il ne fallait surtout pas qu'en fin d'année on se dise qu'Alpine était une sous-version de Renault en encore moins bien ou que le projet n'avait pas de sens ou était mal parti. C'était la chose à éviter cette année. Au niveau des pilotes, Fernando Alonso était évidemment très attendu. Après avoir quitté la Formule 1 de manière un petit peu décevante il y a 3 ans, il devait montrer que son retour était légitime. Je dirais même qu'il se devait de rappeler à tout le monde qui il était. On parle de Fernando Alonso, un des plus grands talents de toute l'histoire de la Formule 1. Il devait le rappeler direct sur la piste pour chasser tout doute ou toute pensée négative. À l'image de ce qu'on a dit pour Vettel l'autre jour, l'ambition était aussi de démarrer le projet en vue de 2022, de devenir le leader, de poser les premières pierres. Fernando devait être un bâtisseur, un rassembleur, celui qu'on aurait envie de voir gagner dans cette voiture française renouvelée en 2022. De l'autre côté, Esteban Ocon faisait face à un immense défi, celui d'affronter l'Espagnol. C'est jamais évident, beaucoup s'y sont fait détruire. Le Français devait aussi monter d'un cran après un bon retour en 2020, mais un retour pas forcément hyper excitant. Dans le monde très fluctuant et impitoyable de la Formule 1, les choses vont vite, et Esteban avait quelque peu besoin de marquer positivement les esprits, de se rappeler aux bons souvenirs de ces années Force India. On voulait qu'il affiche un niveau plus complet, qu'il nous séduise. L'idée c'était aussi de s'inscrire définitivement dans le long terme, de mettre complètement derrière lui cette fameuse époque des critiques et de la saison passée sur la touche. Malheureusement, à Bahreïn, Alpine a pris d'entrée de jeu un petit coup de froid. Ocon est piégé par les drapeaux jaunes en Q1, Alonso lui passe en Q3, mais partait pour être battu par Stroll et Tsunoda avant qu'un sac plastique ne mette fin à sa course. C'est pas une blague. Aucun point et Imola se passe également moyennement. Il faut beaucoup d'événements et de courses très solides de la part des deux pilotes pour arracher les 9e et 10e places. L'impression reste compliquée et la performance beaucoup trop loin de McLaren et de Ferrari, beaucoup trop loin du haut du panier. Ocon connaît ensuite une période de dingue. Qualifié 6e et seulement devancé en course par Leclerc et Norris à Portimao, qualifié 5e à Barcelone et sauvant le point de la 9e place avec une Alpine en difficulté, et enfin marquant 2 autres points à Monaco après une magnifique qualif et une grosse résistance. Le Français domine un Alonso pas encore prêt, mais qui commence à faire de belles choses, en témoigne sa belle remontée et sa 8e place à Portimao. Alpine joue la 5e place, mais les bons résultats de Vettel et Gasly à Monaco et Bakou vont leur faire très mal. Après la manche Azeri, ils se retrouvent 15 points derrière, et ce malgré la 6e place d'un Alonso qui nous a séduit avec une superbe course et surtout une relance de dingue. La dynamique s'inverse alors au sein du team. Ocon se met à galérer, signant même 2 17e places consécutives en qualif en Autriche, pendant que Nando renaît. 8e dans une superbe bataille en France, 9e en Styrie, 10e en Autriche, 7e à Silverstone, l'Espagnol a pris la mesure de la voiture et de l'écurie. Silverstone est d'ailleurs un très bon Grand Prix puisqu'Esteban renoue avec les points et Alpine n'est plus qu'à 9 et 8 longueurs d'AlphaTauri et Aston Martin avant de vivre un très grand moment. À Budapest, l'écurie avait fait une très bonne opération dans sa lutte pour le 2e midfield en se qualifiant 8e et 9e. Ça partait pour de bons petits points jusqu'à ce que le départ ne rebatte totalement les cartes. Ocon ressort 2e du premier virage et Alonso 7e, puis dans le tour de formation du 2e départ,
Tout le monde s'arrête pour mettre des pneus secs, sauf Hamilton qui lâche sa première place. Et en plus, comme Alonso a bien bloqué tout le monde dans les stands, le français Esteban Ocon ressort en tête. Il s'échappe alors avec Vettel et sur ce circuit très serré où il est très compliqué de doubler, seul l'Allemand et un Hamilton qui va faire une remontée folle peuvent l'empêcher de gagner. Sauf que Lewis met du temps à revenir et Seb reste coincé derrière. Pendant 1h30, Esteban va faire le Grand Prix de sa vie et lorsque la Mercedes remonte, elle tombe sur un Alonso de gala qui défend héroïquement pendant plusieurs tours. Cette action, élue action de l'année par la FIA, fait perdre un temps monstre à Hamilton qui échouera finalement à seulement 3 secondes d'Ocon. Mais le français a donc tenu, lui et Alpine remportent leur premier Grand Prix de Formule 1, la France gagne à nouveau. Pilote français, voiture française, moteur français, on ne se rend pas encore compte, mais c'est un véritable moment fort de notre histoire en Formule 1. Cerise sur le gâteau, Alonso est 4ème et Vettel est disqualifié. 0 points pour Aston, 37 pour Alpine qui reprend la 5ème place, 9 longueurs devant AlphaTauri et 29 devant Aston Martin. Ce Grand Prix est un moment fondateur de la saison et de l'histoire d'Alpine F1 Team. En miroir d'AlphaTauri hier, il va ensuite y avoir plusieurs courses où les deux écuries se livrent duel, elles sont les 5e et 6e forces. La puissance d'Alpine, c'est une belle régularité et deux pilotes qui jouent quasiment tout le temps dans le même dixième, même si Alonso trouve quasiment toujours un moyen de finir devant à la fin. En Belgique, Ocon ramène 2 unités, à Zandvoort et Monza, les deux font tir groupé, Alonso 6, Ocon 9, puis Alonso 8, Ocon 10. Alpine maintient sa dizaine de points d'avance sur son adversaire et va même passer à la vingtaine après la course splendide d'Alonso en Russie où il se paye le luxe de dépasser Verstappen. À ma connaissance, c'est le seul hors Hamilton à l'avoir fait cette année. Et il était pas loin du podium, dommage qu'il y ait eu la pluie à la fin et un choix un peu tardif, ça le limite à la 6ème place. L'Espagnol est également malheureux à la course suivante en Turquie où il partait 6ème et aurait pu avoir son mot à dire, mais au départ il a eu une petite collision avec Gasly, sa course a été fichue. Notons que sur cette course-là, Esteban Ocon prend le point de la 10ème place en réussissant l'exploit de ne pas s'arrêter du Grand Prix. Il finit avec des gommes totalement mortes. Bravo Esteban, c'est un exploit, mais c'était une très mauvaise décision de la part d'Alpine, ça aurait pu exploser, il a perdu un temps monstre, et à 2 virages près, c'était foutu. Après un triste double abandon aux États-Unis, ça ne marche pas non plus à Mexico, mais Alonso sauve quand même une P9, et il faut faire face à une triste réalité, AlphaTauri est revenu à égalité. Le statu quo se poursuit à Interlagos où les deux écuries montrent leur force. AlphaTauri va très vite, Pierre finit 7ème, mais les deux Alpines font tir groupé, 8 et 9, 6 partout, égalité. Puis vient le Qatar qui va faire la décision dans la course à la 5ème place. Alonso s'était lancé 3ème juste derrière Gasly, mais il fait un départ splendide et le passe, tient ensuite un rythme de fou, mène à bien la stratégie à un arrêt quand Bottas parti loin a crevé et Perez doit se stopper une 2ème fois, rajouter une petite virtual safety car bien sentie, et vous obtenez le premier podium du quarantenaire depuis 2014. Un moment vraiment magnifique qu'on attendait tous dans la saison et que tout le monde a salué. Le résultat d'ensemble est embelli par la 5ème place magnifique d'Ocon. Ça fait 25 points. AlphaTauri n'en a pas marqué. Il y a 25 points d'avance au classement si j'arrive à compter comme il faut. Dans la continuité, Esteban performe à Jeddah, qualifié 9ème, il monte 7ème, puis bénéficie du drapeau rouge. Il est 4ème, Bottas rate son départ, Ben Nuts se chamaille, il partira premier lors du 3ème départ, il tombe logiquement en 3ème, mais tient cette place jusqu'à ce que Bottas vienne cruellement la lui enlever sur la ligne pour un petit 10ème. Ça reste un super week-end et une 4ème place, il y a désormais 29 points d'avance. Et même si l'écurie italienne finira mieux à Abu Dhabi avec une performance incroyable sur la fin du Grand Prix, Alpine sort à nouveau un gros résultat d'ensemble, marque encore 6 points et assure donc assez tranquillement sur la fin de saison cette 5ème place du constructeur, 13 longueurs devant son adversaire. L'écart aura cependant été conséquent avec les écuries de devant, on y viendra, et côté pilote, Alonso est 10ème, Ocon est juste derrière, 11ème.
Le bilan est donc un mélange de très grande satisfaction et de pas mal de retenue vu l'écart avec les écuries de devant et vu les limites parfois affichées par la voiture. N'avoir jamais pu challenger Ferrari et McLaren est une immense déception, surtout qu'en 2020, Renault n'avait terminé qu'à 20 points de l'écurie de Woking, et devant Ferrari, évidemment. De ce point de vue-là, on voit clairement la régression de l'écurie. Ils sont restés à la même position, mais l'écart s'est diablement creusé. On l'a même vu dans le fait qu'ils soient challengés par AlphaTauri, alors que l'an dernier, l'écurie restait largement derrière. Si Alpine a pu rester devant, c'est grâce à un duo de pilotes bien plus équilibré et à une structure plus solide qui a souvent fait la différence. Ils peuvent vraiment être fiers de ça, même si en avoir besoin pour battre Gasly-Tauri, ce n'est pas forcément très glorieux et en début de saison, c'était pas ce qu'on attendait. En plus, les mauvaises langues diront qu'Alpine sauve la 5ème place sur 3 petites courses dans la saison, Jeddah, le Qatar et la Hongrie. Ils n'auront pas totalement tort car à ces 3 grands prix, ils marquent 48% de leurs points, quasiment la moitié. C'est énorme. Oui, ces 3 grands prix ont fait la différence. Le total est donc teinté de pas mal de limites et de déceptions car l'A521 n'était pas une voiture compétitive, loin de là, il faut se le dire. En revanche, ce qui me plaît énormément et ce qui selon moi fait repasser le bilan du côté positif, c'est que face à cette voiture diablement moyenne, voire très mauvaise par instant, c'est l'écurie et les pilotes qui ont sauvé la mise. La manière dont ils se sont saisis des coups du sort positifs de Budapest, Losail et Jeddah en faisant bloc ensemble, en réussissant leur stratégie, en jouant avec 2 voitures et un vrai clan contre les autres, et en passant en mode champion, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu chez Renault. Chez Alpine, j'ai vu une mentalité nouvelle, un truc qui par moment a embarqué tout le monde, a permis d'aller chercher de gros résultats et a permis de sauver la 5ème place au final. Certains diront que c'est impulsé par Fernando Alonso, j'avoue que j'aime bien me lier à cette théorie. Quand Ocon dit qu'ils sont prêts, qu'ils n'attendent désormais plus que la voiture pour jouer le titre et que quand ils l'auront, ils seront redoutables, ouais, je suis totalement d'accord, quelque chose s'est passé, quelque chose est né, ils sont prêts. 20 courses sur 22 dans les points, quasiment aucune erreur, un collectif qui a fait bloc face à une voiture qui était diablement moyenne. Voilà pour moi ce qui rend réussie la saison d'Alpine. Du côté des pilotes, leur bataille extrêmement équilibrée a fait une grande partie de la réussite de l'écurie. 11 partout sur le tour rapide en qualif avec un temps moyen quasi égal, 11 Q3 à 10 en la faveur d'Alonso, 15 arrivées dans les points à 14 encore pour Alonso, 15,1 et 14,9 de moyenne aussi à l'avantage d'Alonso, avec 8 à 8 en termes de meilleures notes mises par week-end. Ils n'ont pas eu la même saison, mais ont travaillé ensemble et finalement terminent avec le même bilan positif. Alonso a signé un magnifique retour cette année alors qu'avant la saison, tout le monde n'en était pas convaincu. Je pense que dès Bahreïn, il a rassuré. Après, il a connu 3-4 grands prix de doute, puis il a recollé à Ocon avant d'en prendre progressivement la mesure et de finir par marquer des performances marquantes dès quasiment le 2e tiers de la saison. Il a su trouver ce truc pour terminer quasiment toujours devant. Zandvoort, Monza, Sochi, Losail, Austin ou encore Mexico, ouais, ça c'est de grandes courses de la part du père Fernand. On a évoqué les stats tout à l'heure, c'est très serré, mais ce n'était que la première saison, l'année de retour de Fernando, et il marque quand même 52% des points de l'écurie, alors que c'est Esteban qui a marqué une victoire. Clairement, sa saison est une réussite sportive. En plus, on imagine tous qu'il va encore monter d'un cran la saison prochaine. Et maintenant, comme on l'avait déjà dit sur le plateau des pistonnés, sa saison est également réussie du point de vue humain, du point de vue image. Alors que beaucoup remettaient en cause sa légitimité et étaient restés sur les mauvais moments de chez McLaren, Nando a repris le dessus en ne proposant aucun moment négatif de toute l'année, que ça soit sur la piste ou en dehors. Il a aussi, et ça pour moi c'est très fort, réussi à sortir plein de petits moments positifs qui ont su faire plaisir à tout le monde. Je pense au restart à Bakou, je pense au départ du sprint mémorable à Silverstone, à la bataille face à Russell en Autriche, à la défense évidemment face à Hamilton en Hongrie, au podium au Qatar, au storytelling autour d'El Plan, c'est presque un bijou de réhabilitation. Clairement, on a tous envie de voir la suite et on est certain que si Alpine lui donne la voiture, Fernando pourra l'amener tout en haut. 2 affirmations auxquelles tout le monde ne venait pas s'ajouter en début d'année.
2021 est une immense réussite. Esteban Ocon, lui, a proposé un début d'année absolument fabuleux. 6e en qualif à Portimao, 5e en qualif à Barcelone, une autre Q3 à Imola, des points à Monaco. À un moment donné, il menait 12-5 sur Alonso. Voilà, il a commencé vraiment assez fort la saison. Il a ensuite connu 4 grands prix de doute pile au moment où Fernando est monté en puissance et heureusement sa victoire en Hongrie lui a permis quelque peu d'effacer les doutes. Pour sa défense, il a longtemps conduit avec un crack sur son châssis, clairement ça a joué, c'est à prendre en compte dans le bilan. Mais revenons à sa victoire, parlons-en, il est devenu le 111e pilote à s'imposer en Formule 1, il a gagné avec Alpine. Je ne vais pas m'étendre parce que je vais manquer de superlatifs, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne mesure pas encore la portée historique de ce moment et le bien que ça fait à sa carrière. En plus, c'était amplement mérité. Mais bon, après sur la deuxième partie de saison, hormis à la toute fin où il a été très bon, notamment à Interlagos, au Qatar ou à Jeddah, eh bien il a souvent signé des performances de second plan et a un peu subi la capacité d'Alonso à faire la différence. Mais bon, sa saison reste validée, il a largement répondu au défi Alonso, il est encore monté d'un cran par rapport à 2020, c'est top. Maintenant, si je veux être un petit peu taquin avec notre Esteban préféré, je dois dire que je le trouve encore un petit peu soft. Récemment sont sortis les classements des pilotes qui ont subi le moins de track limit et des pilotes qui ont le moins cassé leur matériel. À chaque fois, Esteban est le meilleur élève du plateau. Alors, clairement, c'est top. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est génial. Je préfère ça 100 fois à un Mazepin ou un Schumacher qui ont beaucoup cassé et beaucoup dépassé les limites. Mais peut-être que ça traduit le côté un petit peu trop scolaire et un petit peu manque de folie d'Esteban. Et peut-être que ça lui coûte le petit 10e en qualif parce qu'il prend un petit peu trop de marge avec la limite. Et peut-être qu'en course, eh bien, ça lui coûte le dépassement. On sent qu'il manque un petit peu d'agressivité et de capacité à faire la différence, notamment en course. Il y a généralement très peu de dépassement avec Esteban. Mais bon, voilà, il a, il faut le dire, les défauts de ses qualités, parce qu'à côté de ça, ça doit être un bonheur pour Alpine de l'avoir. Il n'y a jamais de casse, le résultat est là à l'arrivée sans embûche. Mais voilà, disons que si on veut encore qu'il monte d'un cran et que peut-être qu'il se montre comme un pilote qui peut vraiment compter sur le devant de l'affiche en Formule 1, c'est de ce côté-là qu'il faut aller creuser, c'est ce genre d'arme qu'il faut rajouter à son arsenal. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je crois qu'il le fallait pour dépeindre les saisons complexes et intéressantes de la part d'Alpine, d'Alonso et d'Esteban. À mon sens, ils ont désormais tout entre les mains, la seule chose qu'il faut, c'est la bonne voiture en 2022. S'ils l'ont, je pense qu'ils peuvent faire très mal, contrairement peut-être à d'autres écuries. Maintenant, dans les commentaires, n'hésitez pas à enrichir ou contredire mes propos et surtout à débattre. Sur ce, je ne perds pas plus de temps, je vais travailler sur l'épisode 7. Joyeux Noël à tous et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que si tu veux gagner en Formule 1, eh bien, va demander à Fernando, à Alpine et à Esteban parce que tous les trois savent faire. À demain.